Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comment dresser le portrait d'un homme dont la biographie la plus connue fut rédigée par l'ennemi juré, Caius Julius César. C'est tout le paradoxe de Vercingétorix, que les historiens ont longtemps connu seulement à travers le livre 7 de la guerre des Gaules. Puis des écrits de Plutarque, Strabon, Fleurus et Dion Cassius. Si l'archéologie a ensuite permis de lever le voile sur certains aspects méconnus de la vie du chef de la révolte gauloise, il demeure un personnage mystérieux. Vous voulez en savoir plus sur Vercingétorix? Venez avec moi. Le premier problème de tout historien concerne les sources disponibles pour parler de son sujet. En ce qui concerne Vercingétorix, c'est un problème majeur. En effet, une grande partie de ces sources sont d'origine latine. Certains d'entre vous diront ennemis. La grosse part est représentée essentiellement par la guerre des Gaules, ouvrage rédigé par Jules César, le principal adversaire du chef gaulois. Mais les historiens disposent heureusement d'autres matières, l'archéologie et les monnaies, qui permettent d'éclairer d'un nouveau jour certains aspects du personnage, et surtout de son époque, indispensables pour comprendre son rôle et ses actions. On a pour image essentielle de Vercingétorix la célèbre statue d'Alise Sainte-Reine, qui est en fait inspirée de celui qui l'a commandé, Napoléon III, l'un des grands artisans de la mystification du chef gaulois. Les sources, comme les monnaies, n'aident pas beaucoup à savoir à quoi il ressemblait. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, une soixantaine de peuples se partagent le territoire de la Gaule, dite chevelue, celle que les Romains n'ont pas encore soumise, par opposition à la Narbonnaise, la Provincia, qu'ils occupent depuis la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Malgré la culture celtique qui leur est commune, ces peuples sont incapables de réaliser leur unité. Ainsi, les Arvernes du Massif central en Auvergne disputent l'hégémonie politique aux Édouins de la Gaule centrale, Bourgogne. Vercingétorix, dont le nom est davantage un titre, grand roi des guerriers en celtique, est un jeune aristocrate arverne. Il a pour père Celtilos, qui, accusé de vouloir la royauté, selon César, il fut le principat de la Gaule, peut-être un Verbogrète, magistrat suprême du peuple arverne au 1er siècle avant Jésus-Christ, organisé sous l'égide d'un gouvernement aristocratique proche de la magistrature élective romaine. Celtilos fut toutefois accusé de vouloir restaurer la monarchie à son propre profit, raison pour laquelle les chefs arvernes le condamnent à être brûlé vif vers 75 avant Jésus-Christ. La date de naissance exacte de Vercingétorix est inconnue. Les historiens la situent habituellement entre 82 et 72 avant Jésus-Christ, sans pouvoir la dater précisément. Il naît sur le territoire des Arvernes, dans l'actuel Massif central. On ignore tout de la jeunesse du futur chef de guerre, mais un événement le marque durablement et fut sans doute à l'origine de son engagement politique et militaire. La mort de son père, Celtilos, qui voulant restaurer la royauté à son profit, fut exécuté. Familier des armes dès son plus jeune âge, celui dont le nom même semblait faire pour engendrer l'épouvante, selon l'historien romain Florus, reçut un enseignement militaire complet. Son nom signifie vainqueur d'une centaine de batailles, et n'était pas son nom de naissance, mais un titre, et le seul nom qu'on le connaisse. Les Gaulois gardaient leur nom de naissance secret, connu seulement d'eux-mêmes et de leurs familles proches, car ils croyaient qu'une personne connaissant leur vrai nom pouvait avoir une certaine emprise sur eux. Les divisions des peuples de la Gaule font de ces derniers une proie tentante pour leurs puissants voisins de l'Est. Les Germains, qui passent à l'attaque en 61 avant Jésus-Christ, lorsque Arioviste, le roi des Suèves, s'empare de l'actuelle Alsace. Les Gaulois ayant fait appel à l'aide militaire de Rome. César, qui est alors proconsul de la Gaule méridionale et qui par ambition politique est à la recherche d'une guerre de conquête, décide d'intervenir en 58 avant Jésus-Christ, sous prétexte que les Helvètes passent sur territoire romain, chassés par les Germains pour rejoindre l'Aquitaine. Il chasse Arioviste, déclenchant par la même occasion la guerre des Gaules, au début de laquelle il fait alliance avec les Édouins. Au bout de 5 ans, certaines tribus de l'ouest et du centre décident de s'unir et de se soulever. C'est alors que Vercingétorix entre en jeu pour persuader le chef des Gaules de lui accorder une sorte de commandement unique. Malgré des vives oppositions, il parvient à ses fins 52 avant Jésus-Christ.
Vercingétorix n'est connu que par ses effigies sur quelques pièces de monnaie, la plupart montrant un jeune homme au visage imberbe et aux cheveux bouclés. Mais il peut s'agir d'un portrait purement conventionnel. Du chef lui-même, on ne sait que ce que en dit la guerre des Gaules, de César qui a peut-être exagéré son importance afin de flatter sa propre image. Pour certains historiens, il aurait été le plus pur produit du clergé des druides, seule force organisée capable à l'échelle de toute la Gaule, et donc la seule capable de concevoir l'idée de son unité. Vercingétorix entraîne César dans une guerre d'usure et afin d'affamer ses troupes, invente la tactique de la terre brûlée. Il fait incendier les fermes et les récoltes afin de priver les troupes romaines de nourriture et de lieux de repos. En juin 52, tenant une position idéale sur l'oppidum de Gergovie, il s'y enferme. Malgré de pénibles assauts, l'armée romaine est contrainte de lever le siège. Fort de cette victoire qui lui vaut le ralliement des Édouins, Vercingétorix convoque à Bibrac une assemblée des peuples gaulois afin de se faire confirmer son commandement suprême. À ce moment-là, seules 3 tribus ne sont pas en guerre contre Rome. C'est alors que César déploie tout son génie stratégique. Il feint de battre en retraite vers le sud, comme s'il voulait regagner la Narbonnaise. Croyant l'ennemi à sa merci, Vercingétorix commet pour la première fois l'erreur de l'attaquer en rase campagne, près de l'actuel Dijon. Sévèrement vaincu, il laisse dans la bataille sa cavalerie, qui est sa force essentielle, et doit trouver refuge dans l'oppidum d'Alésia, au nord de la Bourgogne. César réussit à le bloquer, et grâce à d'ingénieuses lignes de défense, les circonvallations, a empêché les forces venues de toute la Gaule, soit environ 250 000 hommes, de lui porter secours. En septembre 52, tout espoir de succès est terminé. Vercingétorix se livre, en même temps que les autres chefs gaulois. Les Édouins et les Arvernes devront à la vaillance dont ils ont fait preuve de ne pas être réduits en esclavage. Vercingétorix lui-même en appelle à la clémence de César, en invoquant leur ancienne amitié. Comme l'affirmera l'historien Dion Cassius au IIIe siècle. Toujours est-il que c'est en captif qu'il suit pendant 2 ans les pérégrinations de l'armée de César. À son arrivée à Rome, il est jeté au cachot, dont il ne sort que le jour du triomphe de son vainqueur en 46 avant Jésus-Christ, afin d'être exhibé puis mis à mort par étranglement. On retrouve la figure de Vercingétorix, le symbole de la résistance gauloise, dans de très nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques, comme La guerre des Gaules, tome 1, en 2012, dans les albums d'Astérix, dans l'histoire de France en bande dessinée numéro 1, Vercingétorix, César Larousse, 1976, ou encore Jacques Martin, Vercingétorix, la série Alix, en 1985. Vercingétorix, on le retrouve également en film, dans La légende du druide roi, le film de Jacques Dorfman avec Christophe Lambert en 2001. Comme on l'a vu, Vercingétorix incarne presque à lui seul un symbole de résistance et de caractère face à l'occupant. Mais le mythe est bien le mot, puisque Vercingétorix a été, en partie, construit depuis 2 siècles par les politiques et certains historiens pour servir de base à un roman national. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.